Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. Et c'est l'heure de recevoir notre invité du jour sur Sud Radio, un invité de marque pour fêter le début de cette nouvelle année. C'est un petit peu le raconteur d'histoire avec un grand H des Français. Il est connu pour ses secrets d'histoire que l'on regarde à la télé, que l'on lit aussi. Vous l'aurez deviné, ce matin, on commence 2021 avec Stéphane Bern qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Stéphane Bern, bonne année à vous. Bonjour Benjamin, bonjour à tous et tous mes voeux, bonne et heureuse année 2021. De toute façon, elle ne peut pas être pire que 2020. Donc, c'est ça, elle peut être que plus heureuse, c'est sûr. Bon, en tout cas, on a pu réveillonner à vos côtés hier soir sur France Télévisions avec la grande soirée du 31 à Versailles. C'était un bel hommage à nos héros du quotidien pour conclure justement cette année si particulière. Qu'est-ce que vous en retenez de cette soirée, Stéphane Bern ? À la fois, effectivement, un hommage aux héros du quotidien, les médecins, les pompiers, les caissières, enfin, ceux qui nous ont permis de nourrir et de vivre encore cette année. Et aussi peut-être la défense de la culture, parce que c'est vrai que les artistes n'avaient pas pu se produire, là ils ont pu se produire sur la scène de l'Opéra Royal de Versailles. C'est aussi défendre la culture d'un patrimoine qui est à l'abandon, parce qu'il a été fermé pendant des mois, il n'y a plus de touristes étrangers non plus, donc et c'est à la fois de la culture festive et populaire avec tous ces artistes pendant 3h30 et un feu d'artifice unique lancé par Mika. Non, c'était vraiment. Enfin, moi, j'ai passé un moment merveilleux. 3h30, c'est long, mais c'était festif. Ça m'a permis de tourner la page de 2020 et d'ouvrir un nouveau chapitre de 2021 et d'emmener d'ailleurs tout à l'heure les gens à Vienne pour le concert du Nouvel An et puis mes escapades viennoises. Donc oui, l'année commence fort quand même. Bah oui, tant mieux. En tout cas, ce matin, vous nous présentez votre dernier tome de Vos secrets d'histoire publié aux éditions Albin Michel. C'est déjà le tome 10 ans après le premier. Comment vous expliquez justement un tel succès répété année après année ? Non, c'est assez incroyable de voir la fidélité à la fois du public à la télévision, puisque les secrets d'histoires inédits passent sur France 3. Et puis j'essaie de prolonger le dialogue avec les téléspectateurs en écrivant ces livres, en réutilisant, il faut bien dire souvent, les fiches de mes émissions, de telle sorte que je peux poursuivre avec un récit. Au fond, ce qui marche, je vais vous dire, c'est parce que je raconte une histoire de chair et de sang à travers des personnages qui ont aimé, qui ont vécu, qui ont souffert, qui sont un peu comme nous. Alors certes, ils étaient en pleine lumière alors que nous sommes pour la plupart dans l'ombre. Mais si vous voulez, on a tellement raconté l'histoire à travers les hauts faits d'armes, à travers les idées, les révolutions. C'est assez rébarbatif pour un adolescent de 14-15 ans, alors que quand vous racontez des histoires d'amour, vous racontez l'histoire à travers celles et ceux qui l'ont écrite, eh bien c'est vrai que ça attire un public plus large. Et mon but, c'est de démocratiser l'enseignement de l'histoire. Je ne suis pas historien, moi. Je n'ai jamais prétendu être historien. Je suis un raconteur d'histoire, un passeur d'histoire, un journaliste de l'histoire, comme vous voulez, mais c'est justement parce que je ne suis pas historien que les historiens me respectent assez, parce que j'essaie d'être rigoureux sur le fond, mais plutôt distrayant sur la forme. Bon, une chose est sûre, ce livre, on le dévore, on apprend plein de choses, même sur les plus connus, je pense notamment à Vercingétorix. Alors, on connaît l'histoire, la défaite à Alésia face à Jules César. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'avant d'être ennemis, Vercingétorix et César étaient alliés, voire même compagnons presque. Exactement. C'est vrai que c'est peut-être la nouveauté, c'est de raconter l'amitié entre Vercingétorix et Jules César avant qu'ils deviennent ennemis et qu'ils se battent. C'est vrai que il a fait ses premières armes auprès de Jules César. Il a partagé sa tente, il a bivouaqué avec Jules César. Donc c'est vrai que on a du mal en fait à comprendre aujourd'hui, parce que Vercingétorix, voyez-vous, c'est un personnage qu'on a magnifié au 19e siècle à partir du moment où Napoléon III avait besoin d'afficher des origines gauloises pour asseoir sa légitimité. Et en fait, on en a créé un personnage mythique, en quelque sorte. Alors, c'était l'un des chefs gaulois, mais parmi tant d'autres. Et je crois qu'on a une vision un peu vraiment mythologique et mythique des Gaulois, qui sont alliés évidemment aux Romains. D'ailleurs, vous savez, gloire aux vainqueurs, puisque la langue a plus des termes romains que des termes gaulois. Ce qui m'amuse, c'est que les termes gaulois qu'on a gardés dans la langue française
sont tous des termes qui ont trait à la boue, à la suie, à ce qui est sale, à ce qui est un peu crade, pour Mhm. pour tout Ouais. dire, et que les Romains nous ont légué que des mots extrêmement élégants de la langue française. C'est incroyable. Et alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que cette fameuse guerre des Gaules, elle aurait pu ne jamais avoir lieu. En Oui. fait, à la base, c'est juste une incursion de César pour aider certains de ses alliés gaulois et bah, ça a peut-être aiguisé ses appétits. Exactement. Vous savez, la France telle qu'on l'a aujourd'hui n'était pas unifiée. Il y avait Ouais. les Arvernes, il y avait toutes ces tribus gauloises occupaient le pays. Elles étaient plus ou moins alliées avec Jules César. Elles faisaient du commerce aussi. Le but, c'était de se développer et d'échanger, évidemment, avec les Gaulois. Et donc, au fil des alliances, des unions, eh bien, on jouait avec les légions romaines. Mais on est loin d'Astérix, hein, vous l'avez bien compris, Ouais. Ouais, tout Benjamin. à fait. On en est bien loin, effectivement. Et d'ailleurs, bah, on le voit aussi avec la violence inouïe. Il faut le rappeler du siège d'Alésia, Ah oui, finalement. On a oublié ça, ou on le laisse un peu de côté, mais vous le rappelez très bien dans votre bouquin. oui. Oui, ça a été terrible. Ça a été terrible. L'oppidum d'Alésia enfin, a été le décor, enfin, le cadre d'une guerre sans merci. Enfin, ça a été terrible. Il faut dire que il y avait pas non plus les droits de l'homme, si vous voulez, la vie humaine était, enfin, Hmm, quoique j'ai pas l'impression que dans les guerres d'aujourd'hui, elle soit plus respectée. Mais c'est vrai qu'on ne faisait pas de quartier. C'était hmm, une boucherie, hein, hmm, vraiment. hmm. Donc, ça a été un moment vraiment assez dramatique de notre histoire, mais dans le même temps fondateur Mmh. aussi. Mythe fondateur aussi, ce Oui. Vercingétorix, d'une certaine façon, vous le rappeliez avec Napoléon III. Et vous parlez notamment de son fils qu'on découvre hein, dans ses secrets d'histoire, Louis-Napoléon Bonaparte. Il avait tout pour réussir et finalement, c'est l'histoire d'un destin tragique. Oui, c'est une histoire tragique, celle du Second Empire. Ce mariage de Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, le plus jeune président de la République élu, hein, Mmh. Ouais. c'était en 1848, Mmh. et ensuite il fait son coup d'État, il devient Napoléon III, il épouse Eugénie de Montijo, et ils ont difficilement d'ailleurs un fils, et donc celui qui aurait pu être Napoléon IV. Mais comme vous le savez, la chute de l'Empire en 1870 en a décidé autrement. Cet Mmh. enfant était tout à fait prometteur. Il était très bien éduqué, très bien élevé. Il était le chéri des Français sous le Second Empire. Et puis évidemment, la Puis défaite il de avait, il Sedan avait une marraine rebat complètement incroyable les aussi. cartes. Il Mmh. se retrouve en exil en Angleterre et il a évidemment dans le sang le sang des Napoléonides coule en Mmh. lui et il a vraiment envie de se battre. Et il demande, comme il était réfugié en Angleterre, à se Ouais. battre aux côtés des Britanniques contre les Zoulous en Afrique du Sud. Mais malheureusement, comme je crois que sa famille a un peu lésiné sur les moyens, sur le cheval et sur la selle, et évidemment, il va mourir sous les coups des saguets des Zoulous. Et Mmh. c'est une fin tragique. Je ne sais pas si vous êtes allé, en tout cas, j'invite tous les auditeurs à aller un jour visiter quand il sera réouvert, le musée du Second Empire, Mmh. qui est au château de Compiègne, et on voit tous les effets personnels du prince impérial, cet enfant qui meurt dans des conditions tragiques et qui envoie une dernière lettre à sa mère juste avant. Il y a ses effets de voyage. Enfin, c'est vraiment un destin tragique que j'ai d'ailleurs raconté dans une émission Secret d'Histoire. Mmh, ouais et je vous parlais de sa marraine, puisqu'en l'occurrence, c'était la reine Victoria elle-même, qui était d'ailleurs, proche du couple, Napoléon, III. Juste pour terminer, dans cet ouvrage, au-delà des différents portraits, qu'on découvre, hein, Beethoven, Montesquieu, Charles le Téméraire, la comtesse de Ségur et plein d'autres, il y a un coup de gueule aussi dans ce livre, contre, d'une certaine façon, eh bien, cette histoire qui peut être revisitée. C'est quelque chose que vous regrettez, qui est fait trop souvent en ce moment? Oui, vous savez, c'est une mode qui nous vient des États-Unis qui s'appelle la cancel culture, la culture de l'annulation, Mmh. de l'effacement.
on aimerait biffer ce qui nous gêne dans l'histoire et donc déboulonner des statues aussi. On le voit avec Napoléon, on le voit avec Colbert et avec d'autres personnages de notre histoire. Je ne crois pas ce soit bon d'effacer des pans entiers de notre histoire. Je pense qu'il y a des pages sombres qu'il faut étudier, au contraire. Il ne faut pas les effacer, il faut les étudier pour comprendre, pour réapprécier. Et il faut peut-être se garder aussi d'anachronisme, de regarder l'histoire avec notre regard d'aujourd'hui. Évidemment, on ne referait plus la colonisation. Évidemment, l'esclavage est une chose épouvantable qu'il faut dénoncer aujourd'hui, mais dénonçons les sociétés esclavagistes d'aujourd'hui, plutôt que toujours faire repentance. Je pense que il faut apprendre évidemment de ce que nos prédécesseurs ont fait de mal. Vous savez, quand vous érigez une statue, il y a toujours une part de lumière et une part d'ombre dans tous les personnages. Et qui sommes-nous, nous-mêmes, pauvres mortels, pour décider de qui est vertueux et qui ne l'est pas? Je crois qu'il y a, dans tous ceux qui ont mis de la grandeur, il y a de la bassesse. Dans les vertus, ils avaient aussi des vices. Et donc, si on prend chaque personnage public, on peut lui tresser des louanges et également le clouer au pilori. Donc, je crois qu'il faut se garder de juger l'histoire. Il faut simplement l'apprendre, l'observer, l'étudier, mais ne rien gommer, ne rien effacer. L'histoire est une passion populaire qui se partage avec tous, sans esprit de chapelle. C'est ce que vous écrivez justement dans cet ouvrage. Tout est dit. Merci Stéphane Bern, en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle le tome 10 de vos secrets d'histoire, donc à dévorer, publié aux éditions Albin Michel. Je vous souhaite de nouveau une très belle année, Stéphane Bern. Merci à vous aussi, Benjamin, et à tous les auditeurs de Sud Radio.